Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci d'être parmi nous. Cette session de table ronde, elle est très importante de ce colloque de chercheurs, puisqu'elle a comme thème l'insertion des jeunes chercheurs à la vie professionnelle. C'est un sujet qui nous touche tous, ici présents. Et vous savez, le domaine de la recherche est un domaine qui n'est pas facile. Et aussi qu'en Tunisie, on est touché par un problème de chômage qui touche les jeunes diplômés, parmi lesquels il y a les docteurs en sciences biologiques. Donc on n'est pas épargné par ce problème. Et donc la question, elle est importante et elle est vécue d'une manière assez difficile, surtout en Tunisie. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'on est réunis aujourd'hui autour de cette table ronde. Donc, on a choisi d'inviter pour vous des experts dans la question qui ont plusieurs expériences différentes et qui vont en fait intervenir pour nous éclairer sur le sujet. Quelles sont les opportunités qui se présentent à quelqu'un qui a une thèse en sciences aujourd'hui? Donc, de leur position en tant que de leur position politique ou en tant que directeur de centre de recherche ou bien d'une entreprise innovante, chacun va donc donner son avis sur la question et nous éclairer sur les opportunités de carrière qui se présentent à nous. Donc je pense que beaucoup d'entre nous sont concernés par la question. Et je commence par céder la parole à nos panélistes. Je commence par mesdames la secrétaire d'État. Merci beaucoup. Marie Scott, je suis très contente d'être ici. Merci pour l'invitation. Je dois dire que cette invitation m'est parvenue au cours du mois de septembre, donc je pense qu'elle coïncidait avec la rentrée universitaire, peut-être. Et donc, vous avez aujourd'hui une association de jeunes chercheurs qui est extrêmement active et qui, en réalité, a commencé à préparer cette journée, dont j'ai entendu des échos extrêmement positifs depuis que je suis là, depuis plusieurs mois. Donc c'est aussi une occasion pour moi de vous féliciter pour cette manifestation qui, j'espère, est la première dans une série de manifestations qui peut-être prendront une forme annuelle et pourquoi pas avoir le colloque des jeunes chercheurs de façon pérenne. Je dois dire aussi que je suis quelqu'un qui est relativement à l'aise à l'oral, sauf quand il y a de la pression, et aujourd'hui c'est extrêmement impressionnant pour moi d'intervenir devant un public aussi prestigieux. Et étant une doctorante moi-même, qui a mis une pause dans sa thèse, donc moi je suis doctorante en sciences politiques, donc je ne fais pas partie du monde de la recherche biologique ou physique, et donc c'est extrêmement impressionnant de parler devant un public composé de docteurs, de post-doctorants, de doctorants, de chercheurs confirmés, d'éminents professeurs, mais je crois que c'est un excellent exercice pour tenter de garder cette recherche de l'exigence qui existe dans le monde académique et de tenter de la transférer dans un monde qui est beaucoup moins exigeant par rapport à ce qu'il dit que ne peuvent l'être les universités, mais qui, je crois, a bien besoin aujourd'hui de l'apport de cette culture académique et de cette culture de la recherche. Donc, l'exercice qu'on me demande de faire ici, de tenter d'apporter des idées, des propositions, et également parler aujourd'hui de ce qui est le programme du gouvernement sur cette question de l'insertion des jeunes chercheurs à la vie professionnelle en 10 minutes, comme vient de le préciser Youssef. Et c'est une question qui est aujourd'hui, moi je crois, une question qui en réalité fait référence à nos choix de société et qui est beaucoup plus complexe qu'une simple problématique technique de pouvoir insérer des gens qui ont suivi une formation donnée dans le monde professionnel. Vous savez tous que
quelque chose qui est relativement redondant aujourd'hui dans tous les débats publics. On dit que la fonction publique ou les institutions publiques, les établissements publics ont de plus en plus de mal de recruter et ont eh bien, une masse salariale qui dépasse fortement elles ont la capacité d'absorber. Moi, je crois que cette question-là ne s'applique pas à la recherche parce qu'on a toujours besoin d'innovation, on a toujours besoin de recherche et ça serait une grave erreur de faire comme ces entreprises qui se retrouvent dans des situations difficiles et quelle est la première action qu'elles font pour rationaliser leurs dépenses? Elles suppriment le département recherche et développement, ce qui est une grave idée parce que sans innovation, sans création, elles ne sortiront sûrement pas de la spirale de difficultés dans laquelle elles se trouvent. Et je considère aujourd'hui que c'est exactement la même chose pour l'État tunisien. Et que la réduction des budgets de recherche, la réduction des budgets de nos structures publiques d'enseignement peut peut-être donner des résultats à court terme, mais sont véritablement des décisions qui font mal sur le long terme. Cependant, en attendant de trouver des solutions structurelles à ce genre de problème, moi, j'occupe un poste qu'on a tout nouvellement créé, qui est aujourd'hui rattaché au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, qui s'appelle le secrétariat d'État à la formation professionnelle et à l'entrepreneuriat. Et ce qui vous intéresse là-dedans, c'est l'aspect entrepreneuriat. Aujourd'hui, on considère que l'initiative privée, monter des projets, favoriser l'émergence d'une nouvelle génération de promoteurs, d'une nouvelle génération qui représenterait aujourd'hui le secteur privé, qui créerait à la fois de l'innovation et de la recherche, est une solution pour notre pays. Et pour ça, évidemment, en plus de la culture entrepreneuriale, qui, reconnaissons-le en tant que membre de la communauté académique, n'est pas quelque chose qui est très présente de façon, je dirais même, innée chez les personnes qui s'engagent dans des processus très longs de recherche à l'université, et c'est aussi la culture du milieu académique comme voie royale de pouvoir être un chercheur permanent dans un laboratoire, de pouvoir enseigner soi-même, d'opérer un changement de cap et de considérer qu'on peut, avec cette recherche fondamentale dans laquelle on est impliqué, penser aujourd'hui des pistes pour appliquer ces recherches-là et s'engager dans des projets qui seraient des projets privés. Et pour ça, nous, on a mis en place ce qu'on a appelé, on passe dans un CMR, un conseil ministériel restreint très bientôt, d'ici la fin de l'année, la stratégie nationale de l'entrepreneuriat, qui est faite en collaboration avec une dizaine de ministères, dont votre ministère de référence, qui est le ministère de l'enseignement supérieur. Vous avez deux ministères, il y a aussi la santé. Donc la santé ne fait pas partie du comité de pilotage qui aujourd'hui est en train de porter un plan d'action concret pour favoriser l'initiative privée chez les jeunes chercheurs, mais le ministère de l'enseignement supérieur est là. Et notre objectif, c'est d'amener aujourd'hui les acteurs qui aident à la création de projets, qui aident à l'accompagnement, qui aident également à l'accès au financement des projets à l'intérieur des structures universitaires. Avant même que la diplomation ait lieu, ou avant même que le parcours universitaire soit terminé, pour connecter aujourd'hui le monde industriel et le monde de la recherche. Et pour cela, tout à l'heure j'abordais la question du financement, pour cela, pour nous, l'aspect le plus important dans cette catégorie de personnes qui sont des cadres de haut niveau, des personnes qui ont suivi des parcours académiques de haut niveau, permettre qu'ils aient des accès amélioratifs au financement. Et ça comprend très concrètement une mesure qu'on est en train d'appliquer, que nous avons décidé, que nous sommes en train d'appliquer, qui est l'annulation, ou disons
l'exemption de fonds personnels ou de fonds propres quand il s'agit prendre un crédit pour lancer son propre projet. Ça, c'est pour l'aspect le plus technique. On considère également que l'accompagnement est une des phases les plus importantes pour la réussite des projets. Peut-être que certains d'entre vous ici connaissent déjà des structures de tutelle qui travaillent sur ces questions-là. Donc effectivement, il y a l'API, et je pense que même si vous les connaissez, généralement vous les connaissez via une expérience pas très positive. Il y a également l'ANETI, qui est l'Agence pour l'emploi, qui a aussi deux départements dont l'un s'occupe de l'orientation des cadres. Donc vous êtes, selon la définition que nous faisons des cadres, et également des espaces entreprendre. Et les espaces entreprendre sont les structures les plus efficaces que nous avons. Parce que c'est là où il y a des gens qui sont formés pour comprendre aujourd'hui quel est l'intérêt d'avoir un projet à haute valeur ajoutée ou un projet qui présente une approche d'innovation qui est réelle et qui seront capables d'accompagner les porteurs de projets aux côtés des établissements financiers. Et quand on dit établissement financier, généralement, on considère qu'il y a la BDS et la BFPME, que vous connaissez aussi. Nous, aujourd'hui, au sein du secrétariat d'État, après avoir remarqué que la BDS ou la BFPME n'était pas non plus toujours très friand de projets à haute valeur ajoutée, parce que, vous savez, prendre du risque, etc., c'est des choses qu'on ne fait pas quand on est en situation d'instabilité économique ou en situation d'instabilité politique. Et donc, nous avons décidé aujourd'hui de travailler en coopération avec deux autres établissements, la Poste tunisienne, qui a vocation à devenir un établissement bancaire, qui est déjà un établissement financier, et avec la CDC, qui est la Caisse des dépôts et des consignations, qui est aujourd'hui l'un des outils dont l'État tunisien s'est doté pour investir aujourd'hui dans des projets prometteurs et dans des projets qui peuvent à la fois créer de la richesse et créer de l'emploi. Et nous, on fait ça, donc on diversifie des acteurs avec lesquels on opère, et on essaye de véritablement coopérer avec des gens dont on considère la capacité de comprendre le monde d'aujourd'hui et le monde de demain, parce que l'intérêt pour nous, c'est de ne plus voir uniquement des jeunes venir avec des projets très classiques dans le monde des services, mais également venir avec des projets qui seraient à la fois innovants et promoteurs. Et la dernière chose dans laquelle j'aimerais aborder ici par rapport à cette question, c'est notre projet, notre volonté, disons, aujourd'hui de travailler avec le ministère de l'Enseignement supérieur et plus précisément avec donc, ce nouveau secrétariat d'État à la recherche scientifique, qui a été également créé en même temps que le secrétariat d'État à l'entrepreneuriat, et de travailler ensemble sur un texte de loi qui viendrait aujourd'hui avec des mesures législatives qui faciliteraient la création de projets dans le domaine de l'innovation, et que nous avons appelé le Innovation Act, et sur lequel nous travaillons aujourd'hui à la fois avec nos équipes techniques dans les ministères, avec le ministère des Finances et de la Justice, mais également avec le secteur privé. Parce que je crois que, et je vais conclure par là, on a deux modèles globalement de recherche. On a le modèle de recherche fondamentale, de recherche académique, et je crois que l'approche que nous avons eue en Tunisie pendant très longtemps et que nous avons encore dans une certaine mesure, alors peut-être pas dans cet établissement qui est géré de façon exemplaire, mais peut-être dans d'autres structures plus communes, de faire un peu de la recherche à la française, c'est-à-dire qu'on recherche pour le plaisir très personnel de produire des belles choses, et puis de profiter, hein, je crois, ça procure beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction,
de voir des projets qui sont peut-être à haute valeur ajoutée sur le plan de la recherche fondamentale, mais qui ne trouvent pas toujours d'exit ou de sortie quand il s'agit de venir aujourd'hui à la recherche appliquée. Et une autre approche qui est beaucoup plus anglo-saxonne, qui est beaucoup plus pratique, pragmatique, je dirais même, et aujourd'hui, lorsqu'on voit la qualité de ce qui est fait ici, j'étais tout à l'heure en train de regarder les posters des jeunes chercheurs m'expliquant qu'en fait, ce que j'ai compris, pas moi-même une spécialiste du domaine, lui avec ses mots compliqués m'expliquait la façon dont on pouvait utiliser le venin de scorpion dans ce que j'ai compris de ce que pourrait être un futur médicament pour prévenir les cancers ou pour les soigner, et de voir tout de suite l'application non seulement utile, mais je dirais même commerciale de ces efforts, encore une fois, de réflexion et de recherche et de formalisation de ce qui peut nous faciliter la vie. Et je crois que vous êtes les acteurs qui peuvent nous faciliter la vie. Merci beaucoup. Alors, je cède la parole à M. Youssef. Merci. Aïcha, Madame la Secrétaire d'État, M. Bouzir, je devrais dire tonton Saïda, normalement. Bonsoir à tous. C'est un très grand plaisir d'être là. Alors moi, pour le coup, je ne suis pas du tout stressé étant donné que ça fait 30 ans de ma vie que je vis avec une chercheuse qui a pas plus de 65 ans. Donc quand je vous ai en face de moi, c'est comme si je vivais mon quotidien. Et puis j'ai même des souvenirs tout petits à courir ici quand j'étais encore blond. Maintenant j'ai les cheveux blancs. Donc voilà, c'est un très grand plaisir d'être parmi vous. Je vais essayer d'aller dans une transition avec ce qu'a dit Madame la Secrétaire d'État, dans le sens où je vais essayer de vous parler un peu de l'expérience que nous vivons dans le privé, plus dans le privé, et dans ce qui est de tous les défis de l'emploi qu'il y a depuis, j'ai tendance toujours à dire depuis 2011, parce qu'il faut aussi qu'on soit tous conscients que depuis 2011, les défis sont nouveaux, les challenges sont complètement nouveaux, et qu'il faut que nous soyons tous conscients que ces challenges-là impliquent qu'un système doit changer et que cela prend du temps, parce que nous avions une vision qui était complètement différente avant la Révolution et qu'aujourd'hui nous devons revoir tout ce système, et qu'en revoyant ce système, les acteurs privés doivent être conscients de la responsabilité qu'ils ont auprès du public et non pas contre le public. Et donc c'est un peu dans cet esprit-là que nous travaillons au sein de la Chambre tuniso-allemande de l'industrie et du commerce, qui a, chapeauté le projet Corp que je vais essayer de vous décrire, qui est un projet, c'est un fruit de la collaboration tuniso-allemande, de la coopération internationale tuniso-allemande. Peut-être pour faire aussi une transition et vous parler plus, un peu plus d'état d'esprit. Moi, ce qui est important aussi, c'est de vous faire passer un message d'état d'esprit, de responsabilité que vous avez aujourd'hui dans les défis qu'il y a à venir en termes d'emploi. La première chose sur laquelle nous sommes basés, c'est d'abord de faire un constat, après 2011, de nous dire aujourd'hui qu'est-ce qui se passe sur le marché de l'emploi, quels sont les principaux axes qui ne marchent pas, et comment essayer d'innover et de trouver de nouvelles solutions. Parce que l'idée, c'est de ne pas rester dans ces mêmes solutions, mais d'essayer d'apporter quelque chose de nouveau. Le premier axe sur lequel nous nous sommes basés, c'est un axe, j'ai toujours tendance à dire que l'emploi est un mot qui ne m'intéresse pas du tout. Je ne vois pas vraiment d'importance dans le mot emploi. Le tashghil, c'est une finalité. L'emploi, ça ne sert à rien, ce n'est pas une solution, ce n'est pas un moyen. Par contre, ce qui m'intéresse le plus, ce sont tous les moyens, tous les outils que nous allons mettre en place pour arriver à ce résultat qui est le tashghil, qui est notre grand problème. Et donc, quand on commence à réfléchir comme ça et qu'on s'axe sur les chercheurs d'emploi et qu'on se dit aujourd'hui quel est le principal, alors qu'on se disait à l'époque, aujourd'hui, mais qu'on se le dit toujours, malheureusement, et qu'on va encore se le dire un petit moment, quel est l'un des principaux constats aujourd'hui chez le chercheur d'emploi en termes de difficultés, c'est un problème d'employabilité. C'est ça le vrai mot qui m'intéresse, c'est le mot tashghiliya, qui est l'employabilité. Comment aujourd'hui permettre aux jeunes d'avoir des outils suffisants
pour pouvoir faire face au marché de l'emploi. L'un des principaux constats, c'est de se dire qu'aujourd'hui, nos jeunes, malheureusement, lorsqu'ils arrivent sur le marché de l'emploi et qu'ils sont diplômés, ils n'ont pas les outils nécessaires et ils n'ont pas de conseils nécessaires. C'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas vraiment comment être bien orientés comme il faut. Cela ne veut pas dire, Madame la Secrétaire d'État, que l'ANEDI ne fait pas son travail, loin de là, parce que depuis 4 ou 5 ans, nous sommes en relation très étroite avec les institutions publiques. Il faut bien comprendre aujourd'hui qu'il y a un manque de moyens qui ne permet pas aujourd'hui aux agents, par exemple, de l'ANEDI, de faire le travail de conseil comme il le faut. Parce qu'aujourd'hui, un agent de l'ANEDI, c'est un certain nombre de chercheurs d'emploi qui ne permet pas de pouvoir aller plus loin dans le travail et de se limiter à la bureaucratie. Donc à nous, en tant que secteur privé, d'essayer d'être des compléments et d'essayer de les, un peu, comment dire, de relâcher un peu la pression qu'il y a aujourd'hui sur l'ANEDI. Donc on a vu que les chercheurs d'emploi avaient un problème au niveau du conseil, c'est-à-dire qu'ils arrivent sur le marché de l'emploi, mais en gros, on ne sait pas ce que c'est le marché de l'emploi, on ne sait pas ce que c'est l'entreprise, on ne sait pas comment accéder à l'entreprise. Le deuxième problème majeur, on parle souvent de ma famille Shredna, et c'est là où je vais un peu venir sur l'idée de l'état d'esprit. Il y a énormément d'offres d'emploi aujourd'hui qui ne sont pas satisfaites, c'est-à-dire que les entreprises recherchent les profils, mais que les entreprises ne trouvent pas les bonnes personnes. Et c'est là où est le vrai problème. C'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas formés comme il faut pour pouvoir accéder à un emploi. Et c'est toute cette réforme-là qui est en train aujourd'hui d'avoir lieu pour qu'on essaye d'adapter l'enseignement, d'adapter l'éducation vers les besoins du marché de l'emploi. Donc aujourd'hui, il y a une enquête qui est sortie il y a quelques mois de l'IACE qui dit qu'il y a 145 000 postes d'emploi non satisfaits. 145 000 postes d'emploi non satisfaits. Donc on a essayé d'aller plus loin, de se dire pourquoi est-ce qu'il y a 145 000 postes d'emploi non satisfaits. Nous sommes allés voir les entreprises pour comprendre. Quand une entreprise, on lui demande pourquoi est-ce que tu n'embauches pas, parce qu'après tout, elle a envie d'embaucher. Embaucher égale profit, égale productivité. Elle ne dit pas qu'elle a un problème au niveau de la technique. Les gens peuvent être un peu moyens techniquement parlant. Au bout de 3-4 mois, avec les spécificités, les besoins d'entreprise, ils vont finir par se mettre à niveau. On va les mettre à niveau. Le grand problème, et c'est un mot maintenant qui est devenu à la mode, et je me réjouis énormément parce que c'était pas gagné, aujourd'hui, tout le monde parle des soft skills. Qui est devenu un mot à la mode, et je m'en réjouis. Maintenant, c'est vrai qu'on ne l'utilise pas vraiment comme il faut partout, mais au moins on le dit. Et c'est un mot qui est très important parce que les soft skills, c'est une partie de cette employabilité dont on parle. Quand on dit qu'il faut bien faire un CV, on parle de soft skills. Quand on dit qu'il faut savoir réussir un entretien, on parle de soft skills. Mais quelles sont les premières clés pour accéder à l'emploi? Ce sont ces CV-là, ce sont ces entretiens-là. Quand on parle de communication au sein de l'entreprise, quand on parle de communication en général, aujourd'hui, il ne faut pas que... Si on dit à quelqu'un, viens faire une présentation, il va paniquer, il va avoir beaucoup de difficultés à faire une présentation en public parce que le ZENA, on n'a pas encore cette aisance à l'américaine de pouvoir venir faire une présentation. Or, ce sont des choses qui sont nécessaires dans une entreprise, qui sont importantes pour pouvoir défendre un bilan, pour pouvoir défendre un projet, pour pouvoir se défendre soi-même, parfois sur des sujets divers. Donc, tous ces éléments qui sont les soft skills, ce sont des points sur lesquels nous nous sommes penchés en nous disant aujourd'hui, il faut responsabiliser le jeune. C'est un message que je vous passe à tous en vous disant, je suis tout à fait d'accord que Daouda a des lacunes. On est tout à fait d'accord, on est tous d'accord. D'ailleurs, même si vous demandez à Mme Secrétaire, on va vous dire la même chose. Ce n'est pas quelque chose qu'on cache. C'est pas quelque chose qu'on cache. On est tous d'accord sur le fait que les recruteurs ont des problèmes, que les entreprises ont des problèmes. Mais il faut qu'on se mette tous d'accord que nous aussi, les chercheurs d'emploi, nous avons des lacunes et qu'il faut commencer par travailler sur nous-mêmes et sur les lacunes que nous avons nous-mêmes. Allez, à la carte de l'entrée des mots, je suis calme. Donc, bien. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, si on travaille sur nous-mêmes en tant que chercheurs d'emploi, on va se rendre compte qu'en fait, il y a un grand nombre de sujets sur lesquels nous êtes indexés. Allez, on dit que c'est la faute de l'État. On dit que c'est la faute du recruteur. Vous savez ce que ça veut dire inconsciemment? Inconsciemment, on est en train de nous dire, en fait, c'est pas de ma faute.
si c'est pas de ma faute, je peux aller au café et je peux prendre ma chicha et je peux rester attendre d'avoir un emploi. Et si je reste attendre un emploi et qu'on vient de me dire pourquoi tu es au café et que tu attends, parce que ma femme est chrétienne, elle a hâte de le ou hâte de le buter. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui passer comme message, et la conscience que, alors c'est très difficile de dire vous devez prendre conscience, vous les chercheurs, c'est un discours qui est pas, ça marche plus dans d'autres endroits, parce que vous déjà vous avez un certain niveau de prise de conscience et c'est déjà bien. Mais j'ai pas d'autres discours. Il faut penser ça. Je vais quand même arriver sur une conclusion, j'espère que ça s'applique avec vous aussi. Parce que les soft skills, je vous le dis aux gens, aujourd'hui, celui qui brûle le feu rouge, il est en BMW et il est en 4x4 machine. Donc, même dans le savoir, aujourd'hui, ce que je suis en train de dire s'applique à tout le monde. Ce que j'essaie de vous expliquer, voilà, j'ai perdu le fil conducteur de ce que je disais. Alors, le message que je veux vraiment passer, c'est de ne pas rentrer dans la facilité. La facilité, c'est de se dire, étant donné qu'il y a des problèmes chez lui, lui et lui, et bien moi je vais tomber dans la facilité et ne pas faire l'effort. Ce message-là, c'est ce que nous essayons de faire au sein du corps, le centre d'orientation et de promotion professionnelle EVR. Le centre d'orientation est devenu voilà, pour se dire, ok, il y a des problèmes dans l'emploi, qu'est-ce qui nous manque? On dit qu'il y a un problème, on ne dit pas qu'il y a un problème, on dit qu'il y a un problème. On n'arrête pas de dire tout le temps qu'il y a un problème. Ce qui nous manque le plus, c'est de proposer les solutions à ces problèmes-là. On est très fort dans il y a des problèmes, on n'est pas très fort dans voilà ce que je propose. Nous nous sommes dit, il y a un problème dans l'emploi, aujourd'hui, dans les politiques d'emploi, etc. Proposons. Qu'est-ce qu'on propose? On propose l'employabilité, et l'employabilité à travers tout un cursus ouvert à des chercheurs d'emploi, dans lesquels ils peuvent venir de toutes les régions de la Tunisie, faire des orientations avec des experts que nous avons formés, en faisant des tests psychométriques, en ayant des bilans de compétences, et en sachant, en sortant avec ces bilans de compétences et cette formation soft skills, en sachant un peu où aller, quel avenir. Et pourquoi ce que je dis vous concerne? Ce que je dis vous concerne, parce qu'on a développé un second concept. Je dis on l'a développé parce qu'il n'était vraiment pas présent en Tunisie lorsqu'on en a parlé. Le constat réel qu'il y a en Tunisie, et vous devez aussi, qu'on le veuille ou non, vous allez y faire face bientôt, c'est qu'il y a un grand mismatch aujourd'hui entre ce que nous formons dans l'enseignement supérieur et ce qu'il y a comme besoin sur le marché de l'emploi. Et certains d'entre vous, j'espère, Inch'Allah, aucun, mais soyons pragmatiques, certains vont se heurter plus tard avec leur diplôme quand ils vont arriver sur le marché de l'emploi à la réalité du monde de l'entreprise et à des problèmes pour trouver du travail dans leur diplôme. On est d'accord? Donc, oui, je ne suis pas plus couvert. Et donc, s'ils se retrouvent face à ce problème-là, ils vont faire face à un autre problème qui est une rigidité culturelle que nous avons, nous les Tunisiens, et qui est héritée de nos amis français, comme vous avez dit tout à l'heure. Ce problème-là, c'est cette rigidité au niveau du diplôme. Ah, qu'est-ce qu'on fait les Tunisiens? On lit le diplôme et on dit je dois absolument travailler l'emploi qu'il y a écrit dans mon diplôme. Sachant qu'aujourd'hui, les écoles privées font des diplômes avec des noms super sexy, qui n'ont aucun sens. Et que notre mentalité fait que quand on va dire le nom super bizarre qui est écrit sur le diplôme, alors qu'en fait c'est ingénieur mécanique par exemple ce diplôme. Mais nous on va dire je veux travailler de la Chine, ce qui n'existe pas. Et je suis la preuve vivante. 1 minute, ça y va. 3 minutes, là, 2 minutes. Je suis la preuve vivante. Par exemple, moi quand on me demande mon diplôme, si j'avais cherché un emploi avec l'intitulé de mon diplôme, je serais encore en train de chercher un emploi aujourd'hui. Je suis ingénieur d'affaires internationales. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je dis ce que je suis ingénieur d'affaires internationales. Alors, voilà un job d'ingénieur d'affaires internationales. C'est très difficile. Donc, il faut que vous ayez l'état d'esprit de vous dire, Michel, si je suis bloqué, si je ne trouve pas dans mon diplôme, je dois ouvrir l'horizon et je dois me dire qu'il est possible que j'aille faire autre chose. Et ça, nous l'avons appelé la reconversion professionnelle. Se reconvertir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a 145 000 postes d'emploi libres, ça veut dire qu'il y a des métiers où il y a une demande. D'un autre côté, vous avez une saturation, et d'un autre côté, vous avez une demande. À vous d'aller sortir de cette saturation et d'aller vers la demande. C'est à vous de le faire, ce n'est pas à nous de le faire, ce n'est pas à l'État de vous le faire, et ce n'est pas au recruteur de vous le faire.
C'est ça le message que vous devez comprendre, et le corps est là, bien sûr, pour vous assister dans ça. Et pour conclure, pour vous expliquer, pour vous faire passer ce message de responsabilité et de prendre vous-même la responsabilité, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire, peut-être que certains la connaissent, c'est l'histoire du colibri. Le colibri, c'est un petit oiseau qui fait cette taille-là. C'est le plus petit oiseau du monde. Et un jour, dans la forêt, il y a eu un très grand incendie. Et donc tous les animaux se sont mis à fuir de partout, dans tous les sens, et il y a un petit colibri, et il est parti dans la rivière à 10 minutes, il a pris un peu d'eau, et il est ressorti, il est reparti juste au-dessus de l'incendie, et il a ouvert son bec, et il est reparti jusqu'à la rivière, il a repris une goutte, il est reparti, il a fait ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et à un moment, on va le peut-être. Et tu te rends compte que ça ne sert à rien ce que tu fais, que tu n'es pas en train d'être utile dans ce que tu fais et tout. Qu'est-ce que le colibri lui répond? Il lui dit, moi, je fais ma part. Faites votre part. Merci. La prochaine intervention très intéressante de faire donc, je cède la parole à notre professeur Régine Cuisine, notre directeur général. Donc, merci, c'est très intéressant cette intervention. Donc, là, je vais intervenir en tant que responsable d'institution, en tant que quelqu'un qui a travaillé toujours dans le secteur public, qui n'a jamais travaillé dans le privé, qui sait qu'il y a on va dire, une certaine valeur par rapport à ce que peut donner un pays, un système, à ses concitoyens. Et donc, malheureusement, d'ailleurs, je finirai par être rejoindre ce que dit Youssef en termes de soft skills, je vais dire quelques mots et la reconversion. Alors, ma réflexion va être portée plus sur les gens de secteur de la biologie et les gens qui ont des diplômes de thèse ou de doctorat en sciences biologiques. On ne parle pas à l'échelle nationale, on parle de ce secteur-là qui nous concerne, je pense, directement. Alors, on a investi beaucoup dans la formation. On a formé des gens. On a formé de grands professeurs et des gens qui enseignent dans les différentes spécialités. Tout à l'heure, on l'a hier, j'ai oublié parce que le temps c'était pour lui maintenant, Marc m'a parlé des publications de la Tunisie, etc. C'est vrai que la Tunisie est le troisième en termes de nombre de publications absolues en général, contre l'Afrique du Sud, troisième après l'Afrique du Sud et l'Égypte en Afrique, parmi les premiers au Moyen-Orient, au North Africa et Middle East aussi. Et quand on regarde le secteur de la santé, un peu plus, on est encore mieux classé. Et quand on regarde le secteur, par exemple, de la génétique, on est peut-être premier. Quand on rapporte par rapport à la population, on est 2 mois premier, avant l'Afrique du Sud et avant l'Égypte, parce que l'Égypte c'est 80 ou 85 millions, on est 2 mois premier. Donc il y a un background. Et le problème, je parle là aussi de la science, des sciences biologiques. Le problème, c'est que nos facultés, avec le système de l'enseignement, avec le système d'éligibilité des laboratoires de recherche, on a recruté beaucoup de jeunes pour les encadrer, pour avancer dans la recherche dans le domaine des sciences biologiques. Malheureusement, c'est un constat qui est fait maintenant. On a formé beaucoup. À un certain moment, dans les années 80, quand il y a eu les histoires des technopoles et des biotech et santé, parce que ça remonte à la fin des années 80, cette histoire, on pensait que le secteur des biotechnologies allait se développer en Tunisie. Malheureusement, quand je dis secteur des biotech, je parle de l'industrie des biotech, des produits biologiques, les vaccins, les biomolécules, etc. Maintenant, on parle de biosimilaires, des procédés, etc. Malheureusement, ce secteur industriel ne s'est pas développé en Tunisie. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a l'industrie pharmaceutique qui fait le médicament classique, donc le médicament chimique, beaucoup de génériques. Très peu font des produits issus des biotechnologies et aucun ne fait la bioproduction, sauf l'Institut Pasteur. Quand je dis bioproduction, c'est fabriquer le produit. Parce que les 2 compagnies qui font quelques produits biologiques, ils achètent le palme.
sur le marché international et font juste la répartition aseptique, ce qu'on appelle le fill and finish. Et ils font des contrôles, etc. Ça peut être une étape pour développer plus tard le produit biologique proprement dit, mais malheureusement, ça n'existe pas encore. Et c'est là où il y a la plus-value. Donc, on est arrivé dans un système. D'un autre côté, l'université a atteint ses capacités de recrutement au niveau de la formation, au niveau des structures universitaires. Hein, on est en nombre d'étudiants, on est stable peut-être, et dans quelques années, le nombre va baisser. Et on ne va pas avoir besoin de recrutement. Et des écoles primaires qui sont en train de fermer parce qu'il n'y a plus d'élèves, parce que notre population est en train de vieillir et parce que c'est la situation. Voilà, donc on est resté avec, malheureusement, avec beaucoup de jeunes diplômés en sciences biologiques qui ont des difficultés. Et c'est là un peu le sujet de ce débat. Bien sûr, il faut qu'il y ait des idées, il faut qu'il y ait de l'innovation, etc. Alors, quelles sont les pistes et les constats que je fais? Parce que, vous savez, de par ma position, moi je reçois des gens qui cherchent des postes, qui demandent des conseils, etc. On est dans ce domaine, et puis j'imagine que certains d'entre vous l'ont fait aussi. Alors, malheureusement, en Tunisie, ce qui manque, je pense, c'est les histoires de structure entre le monde académique et le monde industriel, y compris dans le domaine de la biologie, comme on en a parlé. Et malheureusement, on n'a pas eu, on va dire, disons, développé cet aspect-là. C'est de notre responsabilité. Hein. On ne va pas attendre que le monde industriel développe, etc. C'est de notre responsabilité, c'est la stratégie de notre ministère. Je sais qu'ils sont conscients de ça, mais on ne sait pas comment avancer par rapport à ça. Donc ça manque. Et quand on voit maintenant les opportunités qui s'ouvrent à quelqu'un qui réussit, à quelqu'un qui a un diplôme de sciences biologiques, dans le secteur public, et encore, quand il y a des postes, parce que c'est devenu de plus en plus difficile, c'est rentrer en tant qu'enseignant-chercheur. Alors, et là, je voudrais faire un petit commentaire. Tout à l'heure, encore une fois, on parlait de soft skills. Ce qui manque, et ce qu'on voit ailleurs, dans le monde, c'est des profils qui peuvent avoir un background. Parce que tous ceux qui ont une thèse en sciences biologiques ne sont pas obligés de faire un enseignant-chercheur. Il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de choses qui peuvent se faire et qui manquent cruellement en Tunisie. Alors, je cite les responsables en valorisation, parce qu'on a besoin de background biologique, les responsables, des gens qui travaillent dans la stratégie et l'employabilité, l'aide au montage de projets, la communication, c'est important, la propriété intellectuelle. On parle d'innovation, mais on n'a pas beaucoup, on n'est pas très fort en Tunisie en propriété intellectuelle et en protection des brevets. Le transfert technologique. Je vous prie de me croire, en Tunisie, nous, on a eu des contrats, on a été sollicités pour faire un transfert technologique, on a une petite cellule, on n'a une personne qui est spécialisée dans ça, mais on a dû faire appel à des gens de l'étranger pour nous aider, parce qu'ils savent calculer les royalties, ils savent calculer le type de revenu par rapport au marché. Ils savent estimer quelle est la technologie. On n'a pas ce profil en Tunisie. Les relations avec le monde industriel, la gestion du projet. Donc tout ça, ce qu'on souhaite, c'est que tout ça, d'abord c'est des choses qui sont indispensables pour mener une activité de recherche de qualité. On en manque, on a besoin. Tout à l'heure, M. disait, on a besoin de je ne sais pas combien d'emplois, on a besoin de ça. Quand on les trouve, quand on est une structure comme la nôtre, on ne peut pas les recruter officiellement. Donc on a des gens qui font ce travail-là, mais qui sont des contractuels avec des situations fragiles, on va dire, dans leur carrière. Hein, et il faut qu'on pousse le système à ce qu'il y ait, disons, à créer ces postes-là. À l'Institut Pasteur à Paris, 30% de ceux qui détiennent un PhD ne travaillent pas dans les laboratoires de recherche. Ils sont dans les appels à projets, ils sont dans la valorisation, dans le transfert technologique, dans la communication, dans le management, dans la gestion, dans l'organisation de produits, etc. Donc il faut que ça développe. Alors tout à l'heure, je parlais avec Madame la secrétaire d'État, je disais, c'était bien, avec votre ministère, de prendre un certain nombre de personnes sélectionnées, des gens qui détiennent des diplômes en biologie, qui sont organisés en association, de les faire venir, de faire des formations, parce qu'il faut des formations pour ça, mais de faire un engagement avec une structure pour qu'après la formation, il y ait des recrutements. Et je vous prie, je suis certain que de recruter des gens et les injecter dans des structures de recherche, dans des universités, dans des facultés,
pour qu'ils s'occupent des aspects communication, valorisation, transfert technologique, détection de projets, et animation, communication, je suis sûr que ça va donner une plus-value à la structure qui va les avoir. Voilà des solutions simples qui peuvent être faites assez rapidement, et tout ça, ça rentre dans les nouveaux métiers de la recherche. Alors je ne sais pas si on peut appeler ça de la reconversion, ce n'est pas tellement de la reconversion, c'est en fait, disons, une formation supplémentaire, parce qu'on a besoin de ce background. Alors, l'autre opportunité, il y a 2 ou 3 jours, je ne sais pas si vous avez vu dans le journal La Presse, avec notre adhésion au système, on va dire adhésion privilégiée, je ne sais pas comment on appelle ça, à la Communauté européenne, associés, nos partenaires associés, il y a, si vous avez regardé, le projet Erasmus+, avec la possibilité d'avoir 1500 bourses pour des formations supplémentaires qui sont dédiées aux doctorants. Moi, je pense que là, il faut préparer un beau projet pour reprendre un certain nombre de personnes, parce que malheureusement, et là aussi il faut l'avouer, tous ceux qui ont des diplômes de doctorat en sciences biologiques peuvent, enfin je dis pas tous ne sont pas employables tout de suite, il faut l'avouer. Il y a parfois des insuffisances dans tel ou tel domaine, il y a un certain nombre de choses à améliorer, et voilà, donc la situation est là malheureusement, parce qu'il y a une massification à un certain moment au niveau des formations, parce qu'on a exigé des labos de recherche qui faisaient 14 étudiants en thèse pour être éligibles, donc les gens ont pris, etc. Donc on a pris des étudiants qui dépassaient, et ça dépassait nos capacités d'encadrement. Hein, et c'est valable pour l'Institut Pasteur, et c'est valable pour d'autres structures, et malheureusement, c'est ce qui a aggravé un peu la situation. Hein, ça existe. Voilà. Mais on peut se rattraper. Il y a des organisations, il y a des formations qui peuvent se faire, et il faut profiter de ces opportunités pour avancer. Alors, ça c'est une piste déjà, et je vous prie de me croire, je la pousse toujours, et je le suggère à chaque fois que j'ai l'opportunité de le faire, notamment avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les autres pistes, c'est bien sûr l'innovation, les startups, la création. Il faut y aller, bien sûr. L'État ne peut plus, malheureusement, je ne sais pas, parce que le contexte fait qu'il faut qu'il y ait de l'initiative privée. Je sais que les étudiants, on sait quelque chose, quand on fait des cours, parfois les gens veulent prendre, ils veulent attendre, ils veulent prendre toutes les notes, etc. Il faut maintenant passer à une vitesse, à une autre vitesse, il faut développer la communication, il faut aller dans les niches, il faut avoir l'esprit d'innovation. J'espère qu'il va y avoir de plus en plus d'opportunités pour les sciences biologiques. On a la technopole Sidi-Tamet, on le dit et on le répète, il y a des actions qui sont en train de se faire. Il y a le centre de ressources technologiques qui va être mis en place. Il y a une pépinière d'entreprise qui a été annoncée ce matin par Hamad Ariel ici présent. Il y a des projets qui se font. Vous avez parlé de CDC, la Caisse des dossiers de conciliation, elle est actionnaire dans la technopole Sidi-Tamet. Et elle est actionnaire parce qu'elle veut aider. Elle a mis un bon chiffre, 2 milliards, je crois, 2 millions de dinars qui est rentré dans le capital de la technopole, avec l'idée justement de venir dans une structure pour promouvoir des projets innovants. Donc, il faut que nous, à l'Institut Pasteur aussi, Hamad parlait de pépinière d'entreprise dans la technopole, les institutions continuent à héberger, il faut qu'on puisse, accompagner, comme tu disais tout à l'heure, incuber un peu au niveau des structures, il faut qu'on avance dans ça. Donc, et je compte beaucoup, personnellement, et j'espère avec le conseil scientifique et les structures de l'Institut Pasteur, qu'une fois votre association va commencer à fonctionner, demain, elle va être des associations des anciens de l'Institut Pasteur, on va faire le suivi, on va regarder, on peut même, disons, en fonction de l'employabilité et en fonction des expériences que nous allons voir grâce au suivi des gens qui ont été diplômés ici, orienter le tir peut-être dans le choix de certaines thématiques ou de certaines formations. Et bien sûr, il dit accompagnement. L'Institut Pasteur, vous savez qu'il est à la technopole, donc il est aussi dans le capital, le premier, on va dire, en termes de capital dans la technopole, avec le deuxième maintenant, c'est Caisse de dépôt et de consignation, plus il y a une structure pharmaceutique, c'est la CIPAT, et il y a quelques membres. Et on compte vraiment, donc l'idée maintenant, donc l'autre que je développe, donc j'ai parlé un peu des nouveaux métiers de la recherche qu'il faut développer, l'autre c'est vraiment l'innovation, les startups, et on va essayer, nous, en tant que structure de recherche,
de mettre plus d'efforts, de trouver plus de financement pour accompagner, pour incuber et pour aider au montage de projets et pour promouvoir l'innovation et la création, d'autant plus que certains sont déjà dans des projets innovants qui ont été jugés comme tels, entre autres par des experts que nous avons fait venir pour détecter les projets innovants. Rappelez-vous, pour ceux qui se souviennent, il y a eu des gens, des experts de la banque d'investissement avec Jacques Louis, etc., qui ont eu une expérience avec Inserm Transfer. Inserm Transfer qui est la structure de transfert technologique de l'ISIA. Voilà, donc ce que je voulais, c'est vous transmettre ces messages. J'ai eu, moi, à rencontrer, juste pour finir, des personnes qui sont arrivées après un master, qui veulent faire des thèses, et qui sont venues, je veux faire une thèse, etc. 3 ou 4 personnes. Je leur ai dit, mais pourquoi vous faites une thèse? Faites ceci, faites cela. Il y a certains maintenant, bien sûr après un master, alors parfois c'est une année de thèse aussi qui peut marcher, qui peut ne pas marcher, mais je les ai conseillés d'aller voir tout ce qui est représentation, communication, travailler dans des boîtes privées, les CRO qui se montent de plus en plus, moyennant des petites formations, et je connais au moins 3 ou 4 ou 5 personnes qui évoluent dans ces choses-là. Il n'y a pas que, donc, quand on fait de la recherche, quand on fait de la science, on a un background. Moi, j'ai fait de la science, j'ai fait de la recherche, ça fait 10 ans que je manage l'Institut, mais mon background scientifique, peut-être, me donne, disons, certaines opportunités de voir, d'aider plus et de manager, peut-être, d'une manière différente. On a besoin de ça. Donc, on a besoin de vos backgrounds scientifiques, et vous pouvez évoluer dans d'autres domaines, comme ce que j'ai cité tout à l'heure. Il ne faut pas hésiter à le faire, comme l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas rester attaché, non, je vais être chercheur et je vais continuer, être enseignant, etc. Non, il faut, bien sûr, on a toujours besoin d'enseignants, parce que même si je dis qu'on a atteint notre capacité de recrutement, il y a toute une génération qui va partir à la retraite. On est en train de partir à la retraite en Tunisie, donc on a toujours besoin de la relève, mais il y a d'autres opportunités qui peuvent s'ouvrir aussi. Voilà, donc je voulais un peu reprendre ces choses-là dans l'intervention, et puis après on sera là pour une proposition. Merci. Pour votre intervention, vous parliez des étapes, alternatives. Est-ce qu'il fait une bonne transition pour l'intervention de M. Pierre, qui est partenaire associé de Free Startup, M. Merci beaucoup et bonsoir à tous. La start-up n'est pas la panacée. Je ne vais pas vous faire une rhétorique sur la start-up et sur la possibilité de résoudre tous les problèmes que la Tunisie a en créant des start-up. Moi, je veux toujours dire à vos préoccupations de jeunes chercheurs, et elles sont dans la note qui a été distribuée. Vous avez posé un certain nombre de questions. Moi, je vais essayer de les parcourir. Le cadre est bien posé, mais moi, je suis un pragmatique, donc je voudrais répondre à plusieurs questions. Les possibilités donc de satisfaire les besoins de marché, je vous dis tout de suite, vous n'êtes pas un produit standard pour résoudre un problème sur le marché. Vous êtes là pour satisfaire la société. Vous êtes des scientifiques, vous n'êtes pas un produit standard. Vous êtes un investissement de la Tunisie. Vous êtes peut-être le plus précieux investissement de la Tunisie. Ne cherchez pas des annonces dans lesquelles on va chercher un chercheur spécialisé en biotechnologie végétale, etc. Vous ne trouverez pas. Donc, par contre, pour pouvoir satisfaire justement les besoins de notre société, vous devriez être plus peut-être en posture de nouvelles compétences. Donc les nouvelles compétences qui sont attendues des scientifiques d'aujourd'hui. Les scientifiques d'aujourd'hui ne sont pas justement uniquement dédiés à la recherche scientifique dans un laboratoire ou à l'enseignement. Ils doivent être un peu plus ouverts sur l'environnement externe. Et c'est en ce sens que je salue cette initiative, ce colloque de jeunes chercheurs, avec tout l'appui qu'il a eu derrière, et tous les partenaires qui se sont associés à cet événement. C'est effectivement ça, c'est ça le shift culturel. Nous sommes dans un shift culturel. Nous attendons de vous beaucoup plus que vos compétences scientifiques. Vous avez à faire valoir des compétences. Je ne dirais pas peut-être soft skills parce que c'est beaucoup plus large. Peut-être des compétences sociétales, hein, donc une manière de s'intégrer dans la société, une manière de répondre à un besoin de changement dans la société. Nous avons beaucoup de problèmes dans notre société qui pourraient être résolus par les scientifiques. C'est là peut-être le rôle de l'État. Le rôle de l'État doit être orienté sur les priorités et trouver les mécanismes de financement
sur les chantiers prioritaires. Les chantiers prioritaires sont à plusieurs niveaux. Il y a des chantiers prioritaires peut-être court terme, d'autres moyen terme, long terme, mais on ne peut pas non plus demander tout à l'État. Aujourd'hui, si on est chômeur en partie, je vais peut-être choquer, c'est qu'on a choisi. On a choisi d'être chômeur. Je vais vous apporter la preuve que c'est un choix. D'abord parce que je crois à ce que dit Jean-Paul Sartre, nous sommes le choix. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est un choix. Si vous avez fait une carrière ou vous avez fait une filière scientifique, c'est un choix. Si vous n'avez pas trouvé de travail, c'est un choix aussi. Parce que ceux qui ne trouvent pas de travail ne sont pas forcément, je dirais, la partie. C'est la partie négative du chômage. Parce que les gens qui cherchent un emploi, ils peuvent, à la limite, nous avons une association ici, à Dedox, on peut au minimum s'insérer dans une association et œuvrer justement dans une association pour développer justement des solutions. Et parmi les choses qui m'intéressent dans la société civile, je suis un peu un activiste de la société civile, c'est que la société civile permet de changer les règles du jeu. Ce qu'on demande à la société civile, et c'est ce qui a été fait d'ailleurs il y a quelques années, et ça s'est accéléré, puis ça s'est affaissé, mais ça va démarrer, j'espère, c'est que nous avons une société civile dynamique, et tout le potentiel qui existe, il est dévoué à une cause. Et c'est comme ça qu'on peut trouver, qu'on peut créer de nouvelles opportunités. Sachez que les métiers de demain, quand je dis demain, c'est dans 4-5 ans, 80% des métiers de demain, on n'a même pas une vision de ces métiers-là aujourd'hui. On n'arrive même pas à anticiper. Le marché ce qu'on appelle le marché de l'emploi, c'est-à-dire l'offre et demande en compétences, est tellement dynamique aujourd'hui qu'on ne peut pas anticiper sur 4-5 ans. Il y a aujourd'hui des intitulés, des positions qui s'ouvrent dans les entreprises aujourd'hui qui n'existaient pas il y a 4-5 ans, dans le jargon lui-même. Donc, passer de la posture de chercheur d'emploi, pour ceux qui sont bien sûr dans cette logique de chercher un contrat de travail, à offreur de compétences. Déjà, si vous passez de chercheur d'emploi à offreur de compétences, vous allez voir, la vie va être un peu plus belle. Si derrière, vous avez envie d'entreprendre un risque, parce que créer une start-up, c'est entreprendre un risque, eh bien, vous allez voir que vous êtes dans le seul pays, pratiquement du monde, où on donne du capital financier aux start-upers. C'est-à-dire, en fait, le risque, il est plutôt sur votre carrière ou plutôt sur votre propriété intellectuelle. Donc, aujourd'hui, en Tunisie, il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens. Il suffit de faire 3-4 compétitions pour avoir votre certificat au niveau des régulateurs. Les gens qui ont démarré vraiment avec la propriété intellectuelle, bien sûr, il faut que cette propriété intellectuelle soit matérialisée par un droit de propriété, pas un des transférables. Et avec ça, on peut monter sa start-up, sa spin-off, son client. Donc vous avez la chance, c'est que le capital, vous l'avez. Il suffit juste de bien le valoriser, le monétiser. C'est avec cela que, j'espère, on aura un peu plus de diversité dans notre tissu économique et développer l'industrie des start-up. Parce que ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas faire des start-up individuelles, c'est créer la grosse mécanique de l'industrie de création des start-up. Je vous remercie. Présidente de l'Association tunisienne des docteurs et docteurs en sciences. L'association a été créée en 2011, suite à la Révolution. Et je crois, pour présenter l'association, l'objectif de l'association était de plaidoyer et défendre les droits des docteurs et doctorants. Bon, on a manifesté, on a présenté des demandes au ministère pour changer quelques points, par exemple au niveau de la grille d'évaluation pour les concours de recrutement au maître assistant. On a plaidoyé aussi pour la situation des doctorants. D'ailleurs, suite à quelques réclamations et manifestations, on a vu que les doctorants ont eu une bourse de 250. C'est pas suffisant, mais c'est un pas. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que la situation, pour ne pas dire des mots négatifs, mais vraiment, c'est le chômage. On a lancé une enquête en juin 2016 sur 1274 docteurs en Tunisie, selon un rapport du ministère de 2015-2016, on a 1274 docteurs.
Et on a lancé une enquête, on n'a que 200, exactement 189 participants. Bon, un point d'interrogation, ça veut dire quoi? De mon point de vue, je crois qu'il y a un manque de motivation de la part des docteurs et doctorants. Donc, ils ne croient plus qu'il y a ils ont une vision floue de leur avenir professionnel. Je voulais dire que parmi ces participants, il y a 74% des femmes. Et parmi ces participants, il y a 70% des docteurs qui sont dans la spécialité sciences biologiques. Par rapport aux autres spécialités, il y a un énorme nombre qui ont la spécialité sciences biologiques. Donc, la situation professionnelle de la majorité de ces docteurs sont en train de faire de la recherche sans rémunération. Donc, ils font leurs travaux de recherche au sein de leur laboratoire, rien que pour faire la publication, rien que pour réussir le concours de recrutement. Donc, le diagnostic a été fait. C'est vrai que la majorité des docteurs, ils sont en train de chercher et on recourt plutôt à la publication pour passer le concours de recrutement. Certains parmi eux, ils ont cherché sur le marché du travail, ils ont postulé, ils ont même cherché des postes de délégués médicaux, ils ont déposé des CV. Bon, point de vue CV, est-ce que c'est bien présenté, est-ce que ce n'est pas bien présenté, donc c'est la décision du recruteur, mais ils ont déposé des candidatures pour le poste de délégué médical et ils n'ont pas eu de réponse. Certains parmi eux ont fait la formation pour l'entrepreneuriat. Comme vous avez dit, c'est au bureau de l'emploi ou bien au centre d'affaires, par exemple à Sfax ou à Tunis. Mais ici, le point qui est plus choquant, c'est que, point de vue motivation et une peur du risque. C'est vrai, je reviens à votre mot, c'est qu'on manque de. Je ne peux pas dire que ce sont des soft skills, parce que le chercheur ou bien le thésard, dès qu'il passe pratiquement en Tunisie, il passe 6 ans en thèse, donc il est acharné pour publier, il est acharné de réussir ses travaux de publication, et il n'a pas le temps, et il voit que chercher autre solution ou bien autre type d'activité, même le travail associatif, il n'est pas motivé à le faire parce qu'il doit finir ses études ses travaux de thèse. Bon, je crois que, comme vous avez dit, la solution c'est de chercher et de faire des formations complémentaires pour améliorer la situation professionnelle des docteurs. Et je crois à ces nouveaux métiers. Et d'ailleurs, dans le cadre de l'association, on a pensé sérieusement et on a déposé, on est en train de préparer des projets pour faire ces formations en management des projets, gestion des projets, formation pour les propriétés intellectuelles, parce que justement, maintenant on voit sur le marché, sur toute la Tunisie, qu'il y a tendance à faire à encourager l'entrepreneuriat et même pour les structures universitaires, ils ont tendance à une volonté de commercialiser leurs projets de recherche. Donc, dans le cadre de l'association, on a pensé à faire cette formation complémentaire pour améliorer la situation professionnelle des docteurs, parce que sûrement un docteur, c'est sûr, il y a d'autres idées, il y a d'autres visions qui peuvent améliorer soit le travail de la structure universitaire, soit la société industrielle, dans l'industrie. Donc, entre autres, dans le cadre de l'association, on a posé la problématique du statut. Parce que le docteur ayant son diplôme, il n'a pas de statut. Et d'ailleurs, sur la carte d'identité nationale, je ne sais pas si vous
vous avez été choqué ou non, vous avez vu la réalité ou non, on est inscrit en tant que femme au foyer, et pour l'homme, il est inscrit en tant qu'ouvrier. Et je crois après 20 + 12, c'est lamentable. C'est honteux pour la Tunisie. Monsieur Rafik, vous avez dit qu'on est un produit précieux, mais notre État ne Je termine, pardon. D'ailleurs, je propose si Youssouf et Madame le secrétaire d'État, je vous propose dans le cadre de l'insertion professionnelle, parce que tous les docteurs ne sont pas des entrepreneurs. Peut-être moi-même, je n'ai pas le profil entrepreneur. Mais je vous propose de faire un bilan de compétences. Est-ce que, et on peut répartir les différentes catégories, bien sûr, non, c'est pas un mot, mais on peut le faire en tant qu'association, en tant que structure, on peut créer, on fait un bilan de compétences pour ces docteurs et on peut orienter ces docteurs. Soit il est capable d'intégrer l'enseignement, ou bien la recherche, ou bien faire son entreprise, ou bien intégrer une industrie avec un nouveau profil. Je crois, j'ai tout dit. Pour revenir un petit peu sur quelques propos que j'ai entendus par donc, vous avez dit que pour avoir un emploi, c'est pas l'affaire du recruteur. Je suis désolé. Donc, c'est pas l'affaire du recruteur, parce qu'en fait, et je vais parler du problème des docteurs en biologie. Donc, c'est une richesse pour la Tunisie, mais malheureusement, c'est une richesse qui n'est pas reconnue par les recruteurs. Étant donné l'état actuel de tout ce qui est industrie pharmaceutique, tout ce qui est industrie agroalimentaire, tout ce qui est industrie cosmétique, donc toute la conjoncture n'est pas en faveur pour le recrutement de gens qui sont assez qualifiés, qui ont un savoir-faire qui est très haut niveau. Donc, je suis d'accord avec vous lorsque vous avez dit qu'il ne faut pas dire que c'est la faute de l'homme. On est conscient vraiment qu'il y a quelque chose qui doit être fait pour pallier à ce problème. Sauf que le docteur et le doctorant en sciences biologiques est conscient de ça. Il y en a pas mal de docteurs qui sont actuellement en train de diversifier un petit peu leur profil, mais sauf que les deux autres partenaires qui sont l'État et le secteur privé n'ont pas encore suivi la démarche pour améliorer l'embauche de ces docteurs. Donc, Madame la secrétaire d'État, vous avez dit on aimerait bien faire de la recherche à la française, une recherche pour le plaisir personnel. C'était le contraire. On fait la recherche pour le plaisir personnel, sauf que dans les conditions dans lesquelles vit le docteur, dans les conditions actuelles de ce que le docteur conduit ses travaux de thèse, avec l'acharnement de la baillasse, avec l'acharnement de la pupille, avec l'acharnement de tout ça, donc ce plaisir ne pourrait pas être satisfait de telle manière, parce qu'un docteur peut vous dire que moi je suis bien, moi je me sens motivé, donc au bout du compte, à la fin du parcours, donc on pourrait avoir quelqu'un qui est très bien qualifié, qui s'y connaît dans pas mal de domaines, dans pas mal de choses, mais au fond n'est pas opérationnel, vu l'état, le moral, tout ça. Donc il faut
je pense qu'il faut un peu réviser un petit peu tout ce qui est en relation avec la recherche en Tunisie, définir des nouvelles priorités pour la Tunisie, œuvrer à changer les axes de recherche des grands laboratoires, disons, ou bien des grandes institutions de recherche pour créer justement le besoin à recruter ces docteurs. Donc, si M. Bouzir a évoqué aussi quelques solutions, y compris les projets, les appels à projets, y compris les transferts de technologie, sauf que malheureusement, avec justement, comme a dit Imen, il n'y a pas ce statut chercheur, il n'y a pas ce statut postdoc ici en Tunisie, donc on a beaucoup de problèmes, on a beaucoup de difficultés à accéder à ce genre d'appel à projet parce qu'il faut être titulaire pour qu'on puisse demander un financement, pour qu'on puisse postuler pour un projet de recherche international, etc. Donc, il faut ouvrir à un peu modifier la négociation, améliorer les conditions du chercheur, et je pense que dans un avenir proche, ce qui est actuellement considéré comme un problème, il va être vraiment la solution pour avoir d'autres réponses. Une question, puisqu'en réalité il s'agit plutôt d'un échange qui est extrêmement utile, puisqu'il s'agit aussi d'avoir un espace de dialogue où on peut, et là pour le coup, moi je viens ici en tant que membre du gouvernement, donc pour que le gouvernement puisse effectivement voir de quelle façon se projettent les chercheurs, de quelle façon est-ce qu'ils se dépeignent et de quelle façon est-ce qu'ils envisagent les choses, même si je n'appartiens pas du tout au département ministériel qui est en charge de ces questions-là, mais je crois que effectivement c'est, comme je l'ai dit au tout début de mes propos, c'est une question de société, ce qu'on fait de nos chercheurs et la place qu'on accorde, notamment dans nos budgets annuels, aux activités de recherche et à la recherche de façon globale. Mademoiselle, vous avez abordé une question et vous avez dit quelque chose, je crois que vous avez résumé l'un des points essentiels sur lesquels aujourd'hui réside l'ensemble des problèmes que nous avons, c'est la perception culturelle aujourd'hui d'un diplôme. C'est-à-dire qu'il y a une pression énorme qui est exercée sur les jeunes, et nous gérons un dossier très compliqué qui est celui de la formation professionnelle, et notamment de l'image de la formation professionnelle au sein de la société tunisienne, et d'avoir effectivement ce que moi j'appelle une orthodoxie dans la lecture du diplôme, et de considérer que c'est un échec, considérer que c'est chuté, considérer qu'on est un perdant lorsque on ne travaille pas dans le domaine dans lequel on a étudié, ou lorsqu'on a un diplôme qui est supérieur à la fonction que l'on exerce. Et ce, quel que soit notre âge. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas de ne pas être payé tel que la loi ou les réglementations le prévoient dans certains secteurs, parce qu'on est porteur d'un master ou parce qu'on est porteur d'un doctorat. Je crois que les stages ne font pas forcément toujours partie de notre culture, et peut-être que l'avantage dans ce que je dis, c'est que je fais partie de cette génération qui fait face exactement à la même chose. Je suis momentanément secrétaire d'État, mais en 2019, j'ai le statut, exactement, je repars là d'où je viens, c'est-à-dire une recherche permanente de financement seule, sans être forcément accompagnée, malgré le fait que je suis dans une université française, je suis étudiante à Paris 1, d'être toujours dans la gestion de carrière personnalisée, et par rapport à ça, le ministère de l'enseignement supérieur vient de signer à la fin du mois de novembre un accord pour l'installation de ce qu'ils ont appelé les centres de 4C, qui vont être des centres de gestion de carrière intégrés au sein des universités pour accompagner aujourd'hui les futurs diplômés, quel que soit leur niveau de diplomation, à partir de la licence, le master et évidemment ceux qui empruntent des parcours de recherche, et de pouvoir les accompagner dans leur parcours qui, et là je crois que c'est une question qui n'est pas tunisienne, mais
une problématique globale de parcours du combattant pour retrouver un emploi. Et un emploi décent, et un emploi avec des perspectives d'avenir. Moi, je crois qu'on a une mission, cette génération, de faire comprendre à la génération qui nous précède qu'effectivement, avoir un doctorat en biologie et d'être un chargé de mission pour le PNUD en étant basé à Sidi Bouzid et en étant payé 1000 dinars, 1500 dinars, lorsqu'on a 28 ou 29 ans ou 30 ans, c'est pas un échec, c'est pas grave, c'est un début. Moi je ne crois pas, et c'est là que moi je considère que vous avez un petit peu caricaturé mes propos. Moi je ne faisais que de dépeindre globalement ces deux grosses tendances de la recherche et cette espèce de paresse que nous avons eue en Tunisie de dire qu'on préférait. Il n'y a pas de grosse tendance. C'est pas grave, je vous réponds. Après, si vous voulez, on peut en discuter tout à l'heure, c'est pas un problème. Mais de reconnaître qu'en Tunisie, en termes de politique de recherche, on a été très paresseux et on a envoyé des hordes d'étudiants de master retarder leur entrée sur le marché du chômage en leur disant empruntez des circuits de recherche et investissez-vous dans la recherche sans prévoir, et comme vous l'avez très bien dit madame, par la suite, un dialogue avec les représentants des industriels et du secteur privé. Il n'y a pas jusqu'à présent, c'est quelque chose qui débute, de dialogue avec notamment Butika, pour citer les plus connus, de dire là où on va encourager les investisseurs et de faire matcher aujourd'hui l'investissement que nous faisons dans la recherche afin de trouver un débouché professionnel pour cette matière grise dans laquelle nous investissons et dans laquelle nous investissons pas assez d'argent. Je ne considère pas qu'on investit trop d'argent dans la recherche, bien au contraire. Et je crois que la baisse du budget du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche cette année, tout comme la baisse de notre ministère au niveau de la formation professionnelle et de l'emploi et de l'entrepreneuriat, dans des bras de fer, et ça c'est un petit peu le backstage du gouvernement, dans un bras de fer qui est fait en permanence avec le ministère des Finances, parce que, effectivement, l'administration tunisienne, quand elle fait des économies de bout de chandelle, pour elle considère qu'on tape dans les structures d'appui à la recherche d'emploi et on tape dans les structures qui accompagnent les chercheurs. Et ce que je critique, et là c'est pour vous répondre, mademoiselle, pour répondre ou madame, pour répondre à si Eliane, encore une fois, parce que je critiquais cette dichotomie qu'il y avait entre les investissements qui sont faits en matière de sujets de recherche et encore une fois les débouchés sur le marché de l'emploi, je ne critiquais sûrement pas les démarches des chercheurs, mais les structures et les systèmes tels qu'ils sont faits aujourd'hui. Et qui, encore une fois, parce que c'est très confortable pour les ministères, c'est très confortable pour les structures de dire n'investissons pas de l'argent dans les structures d'appui, notamment de gestion, de dialogue avec le secteur privé, d'ouverture de l'université sur le reste du monde. Et je crois que ce n'est pas blasphémique de dire ça au XXIe siècle. De dire que les universités qui fonctionnent, que les centres de recherche qui sont dynamiques, sont ceux qui prennent le plus de risques de sortir des pistes, encore une fois, classiques avec lesquelles nous faisons de la recherche depuis le XXe siècle. Et encore une fois, je considère que les pays qui ont fait le plus de progrès dans ce sens-là sont les pays qui n'ont pas hésité à avoir un débat là-dessus. Et je crois qu'aujourd'hui, il est temps que nous ayons un débat qui soit un peu plus méthodologique que juste dire on accorde de l'autonomie aux établissements universitaires, on accorde de l'autonomie aux laboratoires de recherche et on laisse chacun se débrouiller avec le secteur privé ou avec des investissements qui peuvent tirer. Même si, et je finis par ça, je crois que le sujet majeur dans lequel on est, c'est la responsabilité des uns et des autres. Et la responsabilisation des uns et des autres. Et de considérer
qu'il y a une prise de risque à prendre, et ça fait très longtemps dans ce pays qu'on ne prend pas de risque et qu'on ne produit pas, on ne produit rien quasiment, et c'est pas une vue de l'esprit, c'est ce que dit notre balance commerciale, alors que ici se trouvent ceux qui ont la capacité de concevoir ces produits que nous devons apporter aujourd'hui sur le marché et d'exercer cette pression qui devrait, ça c'est mon avis personnel, casser le carcan de la bureaucratie, vous l'avez abordé tout à l'heure, et des mesures administratives et bureaucratiques qui, en l'absence d'un dynamisme sur le terrain, ne sont pas prêts ni à se réformer, ni à accepter d'être changés. Le recruteur le recruteur et des recruteurs et des entreprises en général sont des entités sur lesquelles nous travaillons. Aujourd'hui, je suis face à vous ici, face à vous futurs chercheurs d'emploi. Donc je m'adresse aux chercheurs d'emploi et j'explique aux chercheurs d'emploi ce qu'ils doivent faire. Cela ne veut pas dire que ça fait 2 ans que chacun les recruteurs nous aident à donner leur façon de penser sur les diplômes, etc. Juste une chose pour dire, j'ai énormément apprécié l'intervention de mademoiselle qui est en train d'arriver et au bon moment. Et je voulais juste dire que mademoiselle a dit quelque chose de très important. Alors, dans aucun, si j'ai été mal compris, dans aucun des messages que je vous ai passés, j'ai essayé de vous dire que vous étiez la faute, que vous étiez l'erreur, que vous étiez des gens qui ne servaient à rien et qu'il fallait vous reprendre en main. Ça n'est pas du tout le message que j'ai essayé de faire passer. Au contraire, je vous ai dit, Rahou, le recruteur peut se tromper. Le recruteur se trompe, moi je peux se tromper. L'État aussi se trompe, et l'État va encore se tromper. C'est comme ça. Et je fais le parallèle avec monsieur sur ce que vous avez dit, parce que ce que vous avez dit, il est très très intéressant. Quand vous dites que l'État ne répond pas à la problématique, l'État n'est pas là, l'État... L'État, voilà, l'État. On tue la créativité en Tunisie. Vous avez dit ça, et ce que vous dites, c'est vrai. Mais vous êtes en train de faire un constat sur les 5... Moi, j'essaie toujours d'être pragmatique et de me dire, il y a 5 années qui sont passées depuis la Révolution, et que si on essaye d'être un peu pragmatique dans notre analyse sociologique de la raison pour laquelle l'État tue la créativité. La créativité, on n'a pas commencé à la tuer après 2011. On a essayé de la tuer avant 2011 parce que créer la créativité, on a encouragé la créativité, veut dire faire tomber une dictature. Et donc quand on est une dictature, on fait tomber la créativité. C'est pour ça qu'il est important pour moi, quand je vous parle, d'essayer de ne pas justifier ce qui se passe maintenant, mais de le comprendre. Là, tous les mouvements, les pires mouvements du monde, ils sont apparus parce qu'on n'a pas vu notre histoire et parce qu'on n'a pas vu ce qui s'est passé avant. Ah, في تونس كنا عندنا ديكتاتور. الديكتاتور كان ما يقويش في السوفت سكيلز. كان يقوي في السوفت سكيلز نتاع الناس. J'imagine que vous avez encore quelque chose à dire. C'est sûr que je n'arriverai pas à convaincre 100% des gens. Laissez-moi un petit temps. Je donne mon avis là. Je donne mon avis et je reste des ambiances d'enfants. En tout cas, je donne un avis, madame, et certainement que nous pourrons en discuter. J'imagine que je ne peux pas convaincre tout le monde. Mais ce que je parle, c'est un état d'esprit dans lequel nous étions avant, et une transition dans laquelle nous devons être aujourd'hui pour que cet état d'esprit change. C'est tout ce que je dis, c'est mon avis personnel, et nous en discuterons à la semaine. Mais la chose que je retiens, qui est très très importante de mademoiselle, et j'arrive tout de suite, c'est que vous avez dit, ce que j'ai compris, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, parce que je suis en train d'apprendre, je ne suis pas un docteur, je ne sais pas exactement comment ça se passe, je suis en train de voir que votre fonction de docteur aujourd'hui est malmenée, que vous êtes dans une situation, vous êtes dans une situation dans laquelle vous n'avez pas le droit, dans laquelle il y a une injustice. Mais ce qui est encore plus intéressant dans ce qu'a dit mademoiselle, c'est qu'elle a dit, réveillons-nous. Nous, docteurs, nous sommes dans une situation de précarité, etc. Réveillons-nous, faisons des associations, bougeons, soyons actifs, faisons du bruit. Moi, aujourd'hui, je viens d'apprendre cette histoire de carte d'identité qui me... Je ne savais pas. Donc, quand je vous dis juste, soyez vous responsables et discutez ce que dit mademoiselle, c'est très intéressant et je voulais dire quelque chose. La seule chose,
c'est que je suis tout à fait engagé dans l'idée de pouvoir accueillir un groupe de l'association au sein du corps pour que nous puissions leur dispenser toute une journée pour leur donner tous les outils et le de l'employabilité. Ça sera avec un grand plaisir. Donc, c'est Hamad Yael qui a fait le diagnostic tout à l'heure. Et la solution, elle est là. Si vous regardez devant vous, la solution, elle est là. La solution, elle est dans la jeunesse. Et ce colloque, il représente la réussite de nos jeunesses, la réussite, la prise en charge et la prise en main des décisions. Le fait de faire un colloque jeune chercheur ici pour la première fois en Tunisie, composé de plusieurs sessions et clôturé sur un débat aussi libre, ça représente une très grande valeur et un bon challenge pour l'avenir. Merci. Moi, je suis PDG de la Technopole, c'est d'aider à la santé. Ces jeunes-là maîtrisent le vivant. Donc, ils ne peuvent pas travailler dans autre chose. Pendant plusieurs années, ils n'ont fait que ça. Et on doit maintenant utiliser ces compétences, utiliser ce savoir-faire. Et il y a des secteurs. Donc, le premier secteur, c'est le nouveau métier. Donc, pour Erasmus, pour former dans les nouveaux métiers. Agent de valorisation, agent de transfert, agent de BI, etc. Ça fait 10 ans, madame, j'étais directeur général de notre centre de méthodologie, on a toujours fait appel à des étrangers pour nous enseigner. Ça fait 10 plus de 10 ans. Et permettez-moi de dire, c'est rarement génial, mais désolé, non encore, Westry, c'est fini, mais continuez à amener des étrangers pour ces nouveaux métiers. Non, il y a des jeunes. Et on va, si vous permettez, ensemble, on va voir le ministère de l'enseignement supérieur et on va demander donc, des bourses pour former une trentaine, une quarantaine de ces jeunes-là qui sont docteurs, qui n'ont pas leur place encore dans l'emploi. Et là, on peut gérer cela à la Technopole Civitaine parce que nous sommes étatiques et nous sommes privés en même temps. Donc on a cette facilité. On a cette facilité de gestion extraordinaire. Et donc ça, c'est la première proposition. La deuxième, ces jeunes-là aussi, si je prends ceux qui sont formés dans la santé, mais d'autres aussi sont formés dans l'agriculture, etc., qui maîtrisent le vivant, on peut les voir aussi. Prenons la santé. Eh bien, chaque docteur a travaillé plusieurs années sur une maladie, sur un modèle donné. Et quand il se met au chômage, quand il ne travaille plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a perdu cette compétence. C'est-à-dire ce qu'il a appris là-dedans. Alors qu'est-ce qu'on fait? On envoie notre analyse à l'étranger. On l'envoie en France. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui vient tous les samedis cueillir des sérums ici et des ADN de toute la Tunisie. Hein. Il fait Tunis, Sousse, Sfax, des fois il descend à Capes ou à Chapa. Il dit après il repart. Il repart avec des prélèvements. Alors que nous avons ces jeunes-là qui sont formés. Alors, je ne dis pas qu'il faut les recruter quand ça part du ministère de la Santé, non. Mais de la même manière, on peut discuter sur une formation et on va voir comment on peut leur donner la possibilité ou de créer leur propre cabinet, si on peut l'appeler comme ça, ou d'être associés avec un laboratoire d'analyse qui soit habilitatif ou privé. Voilà les deux propositions. Encore une fois, vraiment, je vous remercie pour vos contributions. Moi, je crois que je commence par dire quelque chose qui n'est pas très politiquement correct, mais je pense qu'on a le même âge. Moi, j'ai 29 ans, donc je considère que je n'assume absolument aucune responsabilité de ce qui s'est... Très bien. Et donc je considère que c'est vrai que c'est difficile de justifier le système tel qu'il était, mais j'ai personnellement choisi d'intégrer le côté obscur de la force parce que je crois aussi que c'est une des façons avec lesquelles on peut changer les choses quand on est à l'intérieur du système pour justement que cette créativité qui... Je ne nie pas le fait qu'effectivement on est dans un contexte qui n'est pas favorable à la protection de la créativité et à la protection de l'innovation, mais c'est aussi le défi pour nous aujourd'hui et de travailler avec, je l'ai mentionné tout à l'heure, le secrétaire d'État à la recherche scientifique pour venir avec un cadre législatif qui protège la création, qui protège les chercheurs et les créateurs pour qu'ils ne soient pas eux-mêmes dans une position, comme on m'a dit tout à l'heure, de gens qui refusaient même qu'on filme leurs idées parce qu'on est les uns et les autres, on a peur
pour la nouveauté et la richesse qu'on peut créer. La deuxième chose, c'est que, avant même de prendre la parole, j'ai commencé par donner ma carte à Madame la Présidente, parce que ce qui est important pour nous aujourd'hui, en tant qu'acteurs publics, c'est de pouvoir avoir des associations représentatives et légitimes qui peuvent venir aujourd'hui passer la parole, passer les besoins, dire les priorités, dire ce qui ne va pas, pour que, et ça c'est le rôle du personnel politique, fasse le lien et le plaidoyer avec notre administration et nos équipes techniques pour que les choses changent, pour que les systèmes évoluent et pour que les réglementations et les normes, c'est là, je crois, les deux aspects qui sont les plus, qui constituent le plus d'obstacles dans votre travail à vous, eh bien, soient changés. Merci beaucoup, monsieur, pour vos deux propositions. Elles sont effectivement notées et encore une fois, moi je considère que le travail en synergie et l'approche transversale au sein du gouvernement, même si je ne suis pas encore ministre de l'enseignement supérieur, est très important. Et pour effectivement faire passer ces mots-là. Et enfin, je conclus par ça. J'ai énormément apprécié cette invitation et je savais très bien que ça allait se passer comme ça, et je crois que j'aurais été très inquiète pour l'état de l'esprit critique de nos jeunes chercheurs en Tunisie si ça s'était passé de façon différente. On n'est pas dans un meeting politique et on parle à une élite aujourd'hui intellectuelle et à une élite qui a une exigence dans son regard et dans son analyse de la façon dont nous vivons en société, et je crois, et je continue de croire, que ce sont ces espaces-là qui permettent à l'État d'être moins décevant. Merci.